faut savoir que JobWatch, on a lancé un service Step Up, dont Marie-Hélène est notre experte. On a plein de choses à vous proposer. Donc, on a des coachings, on a des formations, donc avec plein de services différents. On vous accompagne vraiment dans cette démarche d'emploi qui, on le sait, est difficile. On est un peu dans une phase de transition. C'est toujours compliqué et on a toujours besoin d'avoir quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider à changer de vie, à changer d'emploi et à trouver de nouveaux challenges. Donc, il y a vraiment plein de services. Il y a l'amélioration de CV, le coaching, l'entretien d'embauche, la formation leadership. Bref, allez jeter un coup d'œil sur notre site et vous verrez plein de choses nouvelles. Next slide. Alors, évidemment, aujourd'hui, évidemment, on a Marie-Hélène qui propose deux services, l'entretien d'embauche ou voilà, comment trouver les bonnes astuces pour justement convaincre. Ah, j'entends plus. On a le réseau qui, effectivement, permet d'avoir un tremplin dans son job. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important, le réseau. Et Marie-Hélène peut vraiment vous aider sur ce sujet. Next slide. Alors, je rappelle très brièvement qui on est, mais ça, vous commencez à le comprendre. Nous, on a vraiment des offres d'emploi dans l'horlogerie et dans le monde de la microtechnique que vous ne verrez vraiment nulle part ailleurs, qui sont vraiment spécialisées sur ce secteur. Donc, vraiment, allez y jeter régulièrement des coups d'œil parce que vraiment, vous verrez des offres d'emploi que personne ne propose. On a aussi tout plein de formations avec justement dans tous les domaines du marketing en passant par l'horlogerie. Et puis, on a nos lives que vous connaissez maintenant et qui sont pour ces passionnés d'horlogerie et d'emploi que nous avons. Alors, on peut peut-être fermer la fenêtre. Ah oui, je voulais vous dire aussi, évidemment, restez connectés. Alors, vous pouvez vraiment me contacter sur JobWatch sur LinkedIn et vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas. Et puis, sur tous nos réseaux. Donc, on sera toujours, moi, je réponds toujours et on vous répondra toujours. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être là avec nous. Très brièvement, parce que je te laisser te présenter, je suis vraiment une experte dans tout ce qui est domaine de l'emploi depuis maintenant plusieurs années. Je sais que tu as travaillé beaucoup dans différents secteurs. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus et est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur tes spécialités? Qu'est-ce qui fait ta plus-value aujourd'hui? Alors, merci Raphaël. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci pour le live et merci à toute l'équipe JobWatch pour cette organisation. Je me réjouis. Alors, dans les grandes lignes, donc brièvement, je suis job coach, consultante en ressources humaines et formatrice. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les ressources humaines, tout domaine confondu. C'est donc ce qui est de l'accompagnement. Donc, actuellement, je fais de l'accompagnement pour les personnes qui sont inscrites au chômage, notamment, ainsi que des coachings et tout ce qui est consulting aussi en entreprise. Donc, 15 ans d'expérience par rapport au recrutement, par rapport à l'embauche, que ce soit en tant que RH dans une entreprise, que ce soit dans le secteur donc, du placement, du recrutement, et puis aujourd'hui donc de l'accompagnement. Ce qui fait que j'ai vraiment, je peux sembler un peu généraliste, mais en même temps, ce que j'avais aussi marqué sur le site, c'est que j'arrive du coup à facilement trouver les repères pour aider les personnes parce que c'est toujours très spécifique. L'intelligence, elle est située. Et puis sinon, la méthode, c'est le coaching et puis c'est l'expertise de ce qui fonctionne. Je tiens déjà à indiquer aussi aux personnes par rapport aux réponses que je vais donner. Moi, je suis une pragmatique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne sur le marché. Par conséquent, il faut toujours se dire que quand on essaye de faire quelque chose, toujours le placer dans le contexte spécifique, comme ça évite de perdre du temps et de se planter. Voilà, dans les grandes lignes. Merci Marie-Hélène. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a mis sur LinkedIn et puis par mailing aussi que on avait 5 secondes pour lire une postulation. Alors, c'est assez incroyable quand on dit l'énergie qu'on peut y mettre et le si peu de temps que le recruteur peut mettre à lire ce CV. Alors, est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu ses attentes à ce recruteur, quelles sont et pourquoi il met si peu de temps à lire ce CV?
Alors effectivement, cette question, elle revient régulièrement. C'est vrai que ça semble assez peu. Alors je tiens à préciser que 5 secondes, c'est le premier jet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura eu le tri qui aura été fait au niveau informatique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles passent par des plateformes. On va y revenir d'ailleurs par rapport à ces fameux outils ATS. Donc 5 secondes, ça paraît peu. Mais moi, je mets tout le monde au défi de passer une journée à lire des CV. Et surtout quand c'est dans votre branche par rapport à une annonce précise, vous verrez que 5 secondes, au final, ça se fait. Et surtout quand les CV, on va en fait à l'essentiel. Donc, en tant que recruteur, alors peut-être que je vais déjà répondre à certaines questions, mais on va à l'essentiel. Donc, on veut savoir quelle est la personne, où elle se situe, où est-ce qu'elle a travaillé, le nombre d'années, le poste et puis les compétences. Donc, ça va très, très vite. C'est juste quelques mots-clés qui permettent déjà de comprendre, OK, cette personne, elle nous intéresse. Et après, on revient dessus et on va un peu plus en détail. Donc, si je comprends bien, le recruteur, il va vraiment aller sur les points, sur des points très précis. Et donc, c'est vrai qu'il faut un peu, j'ai envie de dire, mettre en avant ces points très précis. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu les attentes de ce recruteur? Alors, premièrement, c'est aussi la cohérence du dossier. C'est-à-dire qu'un dossier qui est mal construit, c'est-à-dire un CV où il y a trop d'informations, où c'est fouillis, déjà, ça donne une impression. Il faut savoir que la forme et le fond sont importants. Donc, les recruteurs, évidemment, s'ils ont mis une annonce, ils attendent effectivement que ça réponde à cette annonce. Je le répète, une annonce, je le répète, en tout cas pas ici, mais en général, il va de soi que quand on lit une annonce, c'est les 3, 4 premiers points qui sont les plus importants et indispensables. Après, il y a des annonces où on met en gras indispensable. Bon, OK. Et même si c'est au 4e point par rapport aux langues, mais en tout cas, il faut que vous rentriez dans les critères. Ce qui veut dire que les recruteurs, ils attendent d'avoir quelqu'un qui rentre dans les critères, quitte à avoir aussi un petit plus, quitte à avoir aussi même des choses, parce que là aussi, et on va y venir par la suite, c'est clair que chaque entreprise, elle a son système de valeurs, elle a ses ambitions et ses objectifs. Donc, plus vous cernez les besoins de l'entreprise, et plus vous amenez de la matière à montrer que vous avez compris leurs attentes, et plus vous avez de chances d'être en première ligne. Alors, le recruteur ou la recrutrice, c'est avant tout un humain, et il a beaucoup de travail, mais pourquoi il ne prend pas la peine forcément de répondre, même négativement, à toutes les annonces? Est-ce que tu arrives à nous éclairer sur ce point? Parce que même moi, à l'époque, j'ai pu un peu pester contre ça. Alors, je dirais que par rapport aux non-réponses, il faut dire que moi, en tout cas, c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois parce que je comprends les frustrations, c'est tout à fait normal. On s'est donné la peine d'envoyer un dossier. C'est de partir du principe que vous n'aurez pas de réponse si c'est une réponse négative. Et pour moi, je considère que chaque situation est une opportunité. Donc, je dis toujours aux gens, prenez l'opportunité, si on ne vous répond pas, vous, d'anticiper, de relancer les personnes pour voir ce qui se passe. Maintenant, pour répondre à ça, c'est simple. C'est que la plupart des sociétés, alors pour celles qui ont des logiciels spécifiques au recrutement, donc c'est prévu. Et ce qui fait que tous ceux qui n'ont pas été retenus, et parce que c'est la politique de l'entreprise, ils ont décidé de mettre en place une réponse automatique à partir de X temps. Il y a des sociétés, par exemple, notamment c'est les multinationales surtout, qui ont des programmes où vous rentrez sur leur plateforme pour faire les recrutements et vous avez le suivi au jour par jour de savoir où en est votre candidature, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été retenue, est-ce que vous allez avoir un rendez-vous, etc. Et puis, il y en a d'autres, tout simplement, ils n'ont pas tous ces outils. Et malheureusement, comme j'ai dit avant, par rapport à… On est débordé, en fait, les RH sont débordés par rapport à la demande, à l'offre, en tout cas, de dossiers qu'ils reçoivent. C'est vrai que selon les postes, et là, je parle tout domaine d'activité confondu, ça peut aller d'une 50aine de dossiers à plus de 1000 dossiers. Donc, imaginez, malheureusement, dans certains cas, c'est plus possible et les gens ne répondent pas. Donc, je sais que du point de vue du savoir-vivre, c'est pas terrible, mais c'est une réalité. Et comme je le dis toujours, un problème, faites-en une opportunité pour relancer parce que moi, je peux vous donner juste une petite anecdote. Je me suis retrouvée dans une situation où on m'avait répondu négativement, à l'époque où c'était les dossiers papier, et j'avais reçu une réponse négative en fait l'après-midi. Le matin, j'avais appelé, et comme j'ai eu la RH, elle me dit, écoutez, non, on vous a répondu négativement. Elle me dit, vous n'avez pas reçu? Je dis non. Elle me dit, bah, écoutez, parce qu'on a commencé à discuter, elle me dit, bah, j'aurais peut-être quelque chose d'autre pour vous. Et du coup, j'ai été embauchée sur un autre poste, rien que parce que j'avais relancé. Si j'étais restée sur la négative, ben voilà, il ne se serait rien passé. Alors, Donc ça, c'est c'est la petite intéressant anecdote. cette idée de la relance.
Mhm. et qui rebondit aussi sur une question de Powell Joel, exactement. Après combien de temps peut-on juger que la non-réponse est une réponse négative et à partir de combien de temps on peut relancer et est-ce qu'on doit forcément relancer? Parce que j'imagine que si on est tous à relancer, ça peut être aussi un peu lourd. Je vais me faire des ennemis chez mes amis RH. Donc, Ah, non, en fait, effectivement, là aussi, il faut constater. Alors là, un conseil que je donne à tout le monde, c'est quand vous avez une annonce qui vous plaît et vous avez postulé, plutôt que de la mettre de côté sur une plateforme, vous savez, dans les j'aime ou dans les favoris, imprimez-la. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Parce que souvent, selon les postes, les annonces peuvent partir en 3 jours, elles peuvent disparaître. Donc déjà, ça vous donne une idée qu'ils sont allés vite dans le recrutement. Moi, de toute façon, je dirais que soit vous la faites très rapide, vous relancez au bout de 2 jours, soit vous attendez une semaine. Mais pour répondre à cette question de à partir de quand, ça dépend des entreprises. Donc, je dirais que c'est clair que si au bout de 3 semaines, vous n'avez aucune réponse, c'est pas, ça veut dire que c'est pas possible. Mais là encore, s'il y a un délai, par exemple à l'État, vous avez des délais qui peuvent atteindre un mois pratiquement de délai parce que c'est pour les 6 mois à venir le recrutement. Donc là, vous savez que c'est tranquille. Mais pour les recrutements classe plus habituel, je dirais qu'à partir de 3 semaines, c'est une non-réponse. Mais tant qu'à faire, essayer de relancer. Et puis, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas tout le monde qui le fait parce que les gens se sentent gênés. Et il faut savoir aussi que des fois, bah, vous passez pas la barre de la secrétaire, surtout dans les grandes entreprises où on vous renvoie à attendez qu'on vous réponde. alors justement, il y a pas mal de questions concernant justement comment obtenir ces coordonnées. Si on les trouve pas, si elles sont introuvables, on lâche l'affaire ou au contraire on continue. Alors, là aussi, il faut être perspicace par rapport au domaine d'activité. Il y a des domaines d'activité où vous sentez, surtout dans certaines multinationales, où c'est géré à l'autre bout du monde. Alors là, c'est clair que c'est quasiment impossible et ils ont un système justement pour éviter de d'avoir une surcharge à ce niveau-là. Donc, c'est en fonction aussi du domaine d'activité. Donc, je vous conseillerais sans, parce qu'évidemment, il faut trouver le juste équilibre entre ne pas être trop lourd non plus, puis se dire, voilà, celui-là, il est en train il nous harcèle. Mais c'est vraiment je dirais que par rapport au délai, il faut trouver le juste milieu et pour trouver alors les astuces, elles sont multiples. Les coordonnées, c'est soit vous téléphonez puis vous demandez, écoutez, j'aimerais m'entretenir avec la RH ou est-ce que je peux avoir les coordonnées afin de lui envoyer un courrier tout simplement. Soit vous essayez de mobiliser là aussi au travers du réseau social, par exemple LinkedIn, vous regardez un peu qui sont les responsables, par quel biais vous pouvez y aller aussi en sollicitant toujours avec beaucoup de bienveillance, en posant des questions, ou alors vous allez sur Internet, vous regardez aussi, moi ce que je tape, ce que je fais souvent, c'est je mets DRH et je mets le nom de l'entreprise, et généralement vous avez les noms des personnes qui apparaissent. Ou alors, dans certaines sociétés, ils communiquent leur comité de direction avec tous les heads, par exemple, tous les responsables, etc. Donc, il y a Alors, plusieurs astuces, que ce soit virtuellement ou par le réseau. alors, j'aime bien aussi, tu as dit un mot qui était important, c'était aussi l'idée de bienveillance. C'est-à-dire que quand on va demander une relance, j'imagine qu'il faut avoir il faut pas agresser ses RH et justement parfois aussi accepter des feedbacks qui peuvent être aussi un peu négatifs ou etc. Alors, pour des relances, là, j'imagine que si c'est pour une réponse négative, je préconise toujours aux personnes d'y aller dans le sens de pour améliorer ma candidature. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel conseil vous pourriez me donner. Vous savez, chaque fois qu'on va vers quelqu'un pour lui demander des conseils, on part du principe que la personne est une experte, et c'est plutôt flatteur, c'est bienveillant, et la personne ne se sent pas obligée de faire quoi que ce soit. On t'entend très peu, Marie-Hélène, si jamais. Je suis désolée, c'est comme c'est sur le téléphone. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend Donc, bien. j'étais juste en train de dire que pour les questions, les relances par rapport à des réponses négatives, c'est simplement d'aller à la pêche à l'info. C'est pas de dire mais pourquoi vous m'avez pas pris? Parce qu'alors là, là c'est fini. Mais plutôt comment je peux faire pour m'améliorer parce que moi j'ai besoin ou, enfin, de me repositionner ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou est-ce que peut-être vous avez d'autres postes parce que voilà, j'ai telle et telle casquette. C'est une opportunité pour aller à la pêche à l'info et pourquoi pas à prospecter des postes qui sont assez similaires aux postes auxquels on avait
postuler et montrer l'intérêt justement parce que quelqu'un qui montre à quel point il aime l'entreprise, il a toujours voulu travailler là-bas, qu'il est en adéquation avec ses valeurs, ça c'est un plus. Alors peut-être Marie-Hélène, mais peut-être un tout petit peu plus fort ton son si jamais. Et puis moi, je voudrais revenir sur un point qui était, à mon sens, assez important. C'était l'idée comment se démarquer parmi cette foule impressionnante de CV. Alors du Je coup, on suis te voit désolée plus parce que par là, contre. j'ai Ouais, mon téléphone, j'essaye de mettre plus en haut. pas Est-ce de que vous souci. m'entendez mieux? Ouais, on t'entend bien, mais on te voit plus par contre. D'accord, alors attends, je reviens tout de suite. Pas de souci. Alors, parce que je suis désolée, comme là, on avait. Voilà, est-ce que ça va mieux? Oui, très bien. Alors, donc par rapport à ça, donc excuse-moi, tu peux répéter ta question parce que du coup, c'est moi qui n'ai peut-être Oui, pas par bien. rapport à comment finalement se démarquer parmi la foule de CV. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait quasiment 1000 CV. Comment on fait pour être différent, hein? Comment on fait pour se Alors, démarquer? différent, j'ai envie de dire, partez du principe que vous l'êtes tous différents. Ce qui veut dire que quand on construit, quand on crée son dossier de candidature, moi, je parle toujours en fait de la partie émergée du iceberg, c'est-à-dire que ces lettres de motivation, quand ils sont bien construits, c'est 80% de votre argumentaire lorsque vous allez passer l'entretien d'embauche. Donc, c'est une facilitation de compréhension pour la personne qui va vous lire de se dire, OK, cette personne, on arrive, elle match pleinement avec l'annonce. Donc, pour se différencier, il y a tout un travail en amont. Donc, quand je parle de l'iceberg, c'est simplement que le travail de préparation, qui est celui de bien choisir les mots-clés qui vont être en adéquation avec le poste, avec le type d'entreprise, bien définir son CV, c'est-à-dire bien se connaître soi, tout un travail. Hein. D'ailleurs, c'est le travail que je fais aussi en coaching, c'est de bien poser les choses. Alors, il y a des gens qui sont parfaitement clairs, d'autres qui le sont moins. Définir son offre de service pour pouvoir ensuite construire son CV. Un CV, une lettre de motivation, ce sont des matières vivantes et qu'il faut à chaque fois adapter. Maintenant, le CV, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement vous changer quoi que ce soit, mais de temps en temps, selon les domaines d'activité, parce que les mots-clés ne sont pas les mêmes, on peut faire quelques petites modifications. Pour la lettre de motivation, pareil, vous pouvez avoir un corps de texte qui est bien construit, qui montre, qui explique comment vous faites ce que vous faites et comment vous parvenez à être bon dans votre travail. Et ensuite, il faut simplement adapter un certain chapitre qui parle de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, elles attendent aussi, excusez-moi, qu'on montre qu'on s'intéresse à elles. Donc, j'ai envie de dire, la première astuce numéro un, c'est vraiment de personnaliser au maximum les CV et la lettre de motivation, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être au clair sur son offre de service. Il y a des personnes qui ont, on va dire, des trajectoires linéaires. Bon, ben ça, c'est assez simple. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus hétéroclites, qui ont beaucoup plus, qui ont fait plusieurs expériences et qui sont experts dans plusieurs domaines. Moi, je trouve que dans tous les cas, c'est très positif parce que quel que soit le parcours qu'on a eu, il faut toujours partir du principe qu'on a eu un fil conducteur. Il y a quelque chose qui a été le fil conducteur et qui a fait qu'on a mené les choix qu'on a faits. Même si c'est des choix alimentaires, il y a toujours une raison derrière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus grande tolérance par rapport à avant, au fameux trou, par exemple, dans le CV. Aujourd'hui, c'est plus un problème parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut s'arrêter de travailler. Et c'est pas parce qu'il s'est arrêté de travailler qu'il n'est plus compétent dans son domaine. Donc oui, CV, lettre de motivation, parce que souvent j'ai des gens qui me disent oui, mais la lettre de motivation, personne ne la lit. Bien sûr que personne ne va la lire si elle est standard et que c'est un copier-coller de toutes les propositions qui sont faites sur ordinateur. Je dirais que ce qu'on peut trouver sur Internet, et ça part d'une très bonne idée, hein, c'est déjà des bases, mais après c'est à vous de les adapter. Moi, je suis en tout cas on va dire, je suis très attachée au parler vrai, mais parler vrai ne veut pas dire tout dire. Donc là aussi, c'est à vous de sélectionner j'ai à vous de sélectionner par rapport à vos objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au clair par rapport à soi. Souvent, on parle de vente. C'est vrai que ce n'est pas un terme très élégant de vendre, de se vendre, mais effectivement, on vend ses services. Donc, de la même manière qu'on met en avant, comment on fait pour bien vendre? Eh ben, d'abord, on écoute en face pour comprendre quels sont les besoins en face pour pouvoir y répondre adéquatement. Donc, si, et je trouve ça très intéressant
cette idée d'authenticité et aussi, par exemple, tu parlais de trous et je trouve dans le CV, et aussi d'être authentique, mais à la fois de toujours faire d'un défaut aussi une qualité. Et effectivement, quand on a un trou dans son CV, c'est super enrichissant, par exemple, de le mettre en avant avec justement un terme un petit peu différent qui peut être, par exemple, le fait qu'on prend du temps pour réfléchir sur soi, qu'on est dans une phase un peu différente aujourd'hui qui nous permet de rebondir sur de nouveaux challenges. Donc, je dirais aussi dans la formulation, c'est de mettre en avant aussi les choses, de mettre en avant de manière positive les choses qui peuvent être négatives. Alors oui, en fait, c'est tout simplement, il faut à un moment donné, quand on fait une offre, c'est tout simplement d'être au clair. Je ne vois pas ce qu'il y a de problématique quand une personne a pris un congé parental, quand elle a pris une année sabbatique, quand elle a décidé de travailler à mi-temps pour d'autres choses. Ce qui compte, et c'est pour ça d'ailleurs, moi c'est vrai que je suis un peu une adepte, et là où aussi, quand je travaille aussi avec les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est vraiment de mettre en avant de quoi vous êtes porteur. Parce qu'un CV, c'est vraiment pour valoriser ce dont vous êtes porteur. Et c'est pour ça aujourd'hui que le fait de mettre, par exemple, en avant toutes les compétences dont vous disposez, c'est démontrer que vous êtes porteur de ça. Et ça permet aussi de décontextualiser, surtout pour ceux qui veulent des fois un peu élargir leurs horizons. Ça permet aussi de créer des liens. Parce que la Alors, première chose, je dirais, qui fait accrocher un recruteur, c'est quand la personne, elle a pu faire le lien entre ce qu'elle apporte avec les besoins de l'entreprise. je suis vraiment navré, Marie-Hélène, mais on t'entend vraiment très peu. C'est très. Alors, est-ce que tu peux peut-être, moi, ce que je te propose, c'est peut-être en attendant, si tu peux me remettre sur. Moi, ce que je vous propose peut-être aussi, c'était de voir aussi comment. Alors, moi, pour avoir eu l'expérience chez JobWatch, ce qui était important par rapport à tout ce que j'ai vécu au quotidien, c'était vraiment aussi de bien s'adapter à la marque pour laquelle, à l'entreprise pour laquelle vous communiquez. Ce qui est très important de comprendre, c'est que on va pas s'adresser de la même manière si je prends un exemple, à Rolex qu'à Cartier. C'est évidemment des codes qui vont être différents tant d'un point de vue écriture que d'un point de vue graphique. Donc souvent, ce qui est très important de voir, c'est comment on va adapter notre message à l'entreprise pour laquelle on postule. Donc, moi, je vais vous parler aussi d'un point que je trouve aussi très important, c'est aussi le look du CV. C'est vrai que, par exemple, d'adapter le CV avec les couleurs de l'entreprise pour laquelle on postule, c'est toujours un petit plus. Ça montre que vous êtes intéressé à la marque, à l'entreprise, et donc que vous pouvez que vous pouvez tout de suite correspondre à la culture d'entreprise de la marque pour laquelle vous postulez. Marie-Hélène, je crois qu'il y a ton son qui est du coup qui est voilà. Alors, moi, j'ai un petit souci, donc j'essaye peut-être de passer par l'ordinateur, peut-être que ça sera plus simple. D'accord, ok, ça marche, on Est-ce t'entend bien. que vous... Alors, j'active, et puis comme ça, Mais c'est tout bon, on t'entend si jamais. Est-ce que tu arrives peut-être à nous dire comment le CV, le look du CV est important? C'est tout bon, on t'entend bien si jamais. est-ce que Comment vous le... m'entendez bien? Voilà, ouais, super. Ok, bah écoute, je suis en double. Tant que ça fonctionne, moi, ça me va. Ok. Alors, Ah, dis-moi. alors, du coup, moi, je m'entends double. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu le CV, à nous expliquer comment le look du CV, pourquoi il est important? Alors, le look du CV. Attends, je vais quand même. Tu sais quoi, je vais passer par l'ordinateur parce que là, malheureusement, avec le téléphone, c'est que chaque fois que quelqu'un essaye d'appeler, ça dit tout. Donc, je suis désolée. Ok, Donc, pas de je quitte souci. la réunion. Comme ça, je viens avec cet ordinateur. Donc, excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Hop, voilà. Magie. Alors, par rapport au look, alors, ça dépend du domaine d'activité. J'ai envie de dire, par rapport à l'horlogerie, il n'y a pas de look particulier. Après, si les gens veulent être un petit peu plus fun et puis mettre un petit peu plus on va dire, d'originalité, pourquoi pas, mais ça ne doit jamais être au détriment du contenu.
c'est-à-dire que trop d'originalité tue après la volonté d'être unique. Et donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut pas. Aussi envie de dire que l'idée, c'est aussi de s'adapter à l'entreprise pour laquelle on va postuler. J'imagine qu'on postule pas. C'est presque intéressant de parfois faire intervenir un graphiste pour vous aider justement à faire un CV qui puisse être un peu plus démarquant que les autres. Alors, j'ai plein d'exemples à ce sujet. Donc, bon, déjà, j'en ai une que j'adore, c'est une ingénieure informatique, mais j'essaye de le montrer pas trop parce qu'après, les gens se disent, ah, mais je veux ça et tout. Puis en fait, c'est infaisable parce qu'elle, elle l'a créé de A à Z puisque c'est son métier. Donc, oui, effectivement, moi, j'ai une de mes vraiment qui m'avait vraiment bluffé, c'était un CV sur 3 pages illisible parce que du contenu de logiciel, hein, donc d'informaticien. Et puis, elle avait réussi à faire ça sur une page avec des graphiques et tout. C'était incroyable, mais c'était dans son domaine. Donc ça, oui, c'est pertinent. Faire ça dans d'autres domaines où c'est beaucoup plus simple, ça n'a aucun intérêt. J'ai eu une fois une chef de rang, enfin, elle était responsable de salle, en restauration, et elle avait une amie graphiste qui lui avait créé un CV comme une carte, tu sais, une carte pour commander. J'ai trouvé ça génial. Un artiste, une fois, qui a fait donc lui, il était dans le domaine du théâtre, il écrivait des textes et tout. Il a fait une lettre en alexandrin. Bon, c'est exceptionnel, mais ça, c'est vraiment les cas à part. Là, on parle vraiment des choses complètement exceptionnelles. Pour la plupart des métiers, je dirais que la sobriété, la régularité au niveau visuel, c'est-à-dire que n'utilisez pas trop de polices différentes, de couleurs différentes, parce que là, ça noie l'information et ça donne une idée de confusion, de pas clair, de la personne qui se prend la tête, etc. Donc ça, c'est vraiment, vous aussi, mettez-vous à la place du recruteur, parce que demain, après-demain, c'est vous qui allez peut-être recruter en tant que patron, chef de service, RH, etc. Donc, allez à l'essentiel et privilégiez toujours le contenu. Et la forme, ça doit être la dernière chose, sauf si vous prenez ces CV qui sont online. Mais par contre, attention pour les CV online, parce que la plupart du temps, il y en a qui se sont fait avoir. Au début, vous pensez que c'est gratuit, et puis après, on vous demande de payer. Il faut passer à chaque fois par la plateforme. Et je te propose qu'on là, il est 12h30, on a 15 minutes devant nous, on va commencer. Enfin, j'ai déjà commencé à lire quelques questions, mais on a des questions sur TBZ, de TBZ sur la fameuse photo. Photo, hors notre photo. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont pour. Je suis la team pour photo, dans le sens où j'aime bien avoir aussi la tête de la personne parce qu'il se dégage des choses. Par contre, si vous mettez une photo, évidemment que c'est une photo pro, ou en tout cas qui a quand même un minimum, on va dire, de prise en compte des codes, c'est-à-dire un fond neutre derrière, une luminosité qui vient et qui est agréable, pas la luminosité, ne soyez pas en plein soleil parce que vous allez cligner des yeux, ça ne va pas être possible. Et le code vestimentaire, parce qu'on va quand même voir un petit peu, on va dire, de votre haut, qui soit en accord avec votre domaine. C'est-à-dire que oui, dans certains domaines plutôt techniques, un simple polo, une simple chemise, ça va. Vous êtes cadre bancaire, évidemment, c'est le costume cravate, etc., etc. Donc, bien adapter sa photo au poste auquel on va postuler. Comment on fait j'ai une question de Raphaël qui dit comment faire quand on postule plusieurs fois dans la même entreprise en sachant que l'historique des postulations est gardé par les RH? Peut-on tout changer d'une postulation à l'autre ou alors faut-il garder la même ligne? Alors, ça, c'est une grande question parce que effectivement, il y a des fois une frustration. On se dit, mais dans cette entreprise, je pourrais prétendre à 2, 3 postes parce que j'ai très envie d'y aller. Et là, il y a une espèce de consensus qui dirait que non, non, il faut postuler à chaque fois pour un poste à la fois. J'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, jouez la fino. Vous pouvez postuler pour celui où il y a le plus de probabilités, où vous matchez le plus avec le profil. Et puis après, ben justement, dans la relance, n'hésitez pas, quand vous avez la personne RH en ligne ou une personne qui peut vous répondre sur ce sujet pour dire, écoutez, j'ai vu également que vous en aviez d'autres. Et c'est là où c'est l'opportunité pour démontrer votre intérêt et pour peut-être donner 2, 3 informations sur ce que vous savez faire ou en tout cas poser des questions. Qu'est-ce qu'eux, ils attendent et est-ce que c'est possible? Parce que malheureusement, de ce que j'ai comme écho, hein, c'est pas mon point de vue, mais je constate qu'effectivement, certains RH ne sont pas très friands d'avoir une personne qui postule à plusieurs postes parce que ça vient un peu dans cette idée que la personne, elle sait pas trop ce qu'elle veut ou alors elle veut remplir les cases pour le chômage. À prendre en considération.
J'ai une question de Pierre concernant la lettre de motivation. Et Pierre dit, quelles sont les informations clés que l'on doit retrouver dans la lettre de motivation et comment se différencie-t-elle des infos contenues dans le CV? Alors, en fait, la lettre de motivation, parce qu'effectivement, c'est toujours un peu la même question, elle apporte plus de relief. C'est-à-dire que dans le CV, je dirais que c'est un peu comme une fiche technique, signalétique de qui vous êtes, vos compétences, où vous avez travaillé, les formations, et puis deux, trois autres rubriques. Ensuite, c'est comment vous incarnez. Quand vous dites, parce que vous savez, on passe notre temps à faire du déclaratif, je suis polyvalent, je suis ci, je suis ça, je maîtrise ci, je maîtrise ça, mais comment vous l'incarnez? Et là où ça devient intéressant, c'est par exemple parce que ce qui intéresse un recruteur, bien évidemment, c'est pas vous, souvent, je suis désolée, hein, je saute un petit peu du coq à l'âne parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps sur un même sujet. C'est que le recruteur, ce qu'on attend dans une entreprise, c'est une personne qui soit compétente et qui soit engagée et qui apporte aussi peut-être des solutions supplémentaires ou qui ait son point de vue. Donc, ce qui veut dire que quelque chose de pertinent, c'est de se mettre à la place du recruteur et de se dire, OK, moi, dans mon domaine d'activité, je peux vous intéresser parce que je sais faire et telle chose et que j'obtiens tel résultat. C'est surtout les résultats qui comptent. Il faut toujours penser en termes de un CV, c'est l'énumération de vos compétences et de l'ensemble de vos savoirs, savoir-faire, savoir-être. La lettre de motivation, c'est comment vous incarnez ce que vous déclarez. Donc, comment vous êtes polyvalent? Quelqu'un qui dit je suis capable de gérer plusieurs choses à la fois et dans ma précédente expérience, j'étais en charge de telle et telle chose et puis on a trouvé telle et telle solution pour tel résultat, hop, ça montre tout de suite vos capacités à trouver des solutions, à être réactif. Et donc, quand vous dites que vous êtes réactif, vous le démontrez. Donc, la lettre est là pour démontrer un certain nombre, on va dire, vos points forts, mettre en avant vos points forts. Et justement, par rapport à cette lettre de motivation, il faut éviter, j'ai envie de dire, aussi le côté un peu lambda des lettres de motivation qu'on a un petit peu l'habitude de voir, parce que c'est vrai que j'imagine que les recruteurs, ils doivent voir 20 fois ces mêmes lettres de motivation, donc c'est peut-être important justement de personnaliser plus. Bah, écoutez, ouais, c'est clair que la lettre de motivation, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui, enfin, parmi les recruteurs, hein, j'entends. Donc, il y a ceux qui commencent par la lettre de motivation. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on met en bas en annexe CV, certificat et diplôme. Euh, il y en a d'autres qui vont lire la lettre seulement si le CV les intéresse. Il y en a qui ne lisent jamais la lettre. Et il y en a qui se disent, bon, mais tout dépend de ce que vous allez mettre dedans. Si c'est une lettre un peu lambda, c'est-à-dire que vous reprenez, puis c'est simplement de dire oui, je suis très intéressé à travailler chez vous et pour moi, ça serait une opportunité et tout, non, ça n'intéresse pas. Non pas que ce n'est pas important, bien sûr, votre ambition personnelle est fondamentale, mais ce qui intéresse la personne, c'est de savoir comment vous êtes compétent dans votre domaine, comment vous pouvez leur être utile, comment le fait que, par exemple, il vous manque telle compétence, vous pouvez y pallier avec autre chose. J'ai aussi des questions par rapport au certificat de travail ou certificat d'apprentissage. Quand il est mauvais ou quand il n'est pas extraordinaire ou qu'il dit peu de choses, parce que ça peut arriver qu'on ait des mauvaises expériences professionnelles, comment on peut le valoriser, comment expliquer quelque chose qui s'est parfois mal passé? Euh, Quels sont tes conseils là-dessus? Alors, premièrement, un certificat de travail, c'est vrai que ici, on a la chance, ils sont très étayés en Suisse en général, donc il y a plein d'informations. Dans d'autres pays, il n'y en a même pas, ou s'il y en a, il y a deux lignes juste pour démontrer que la personne a travaillé, attester qu'elle a travaillé. Donc, premièrement, si vous estimez que votre certificat de travail ne correspond pas à la réalité de ce qui a été votre activité, et en étant bien sûr avec des arguments concrets, plausibles et que vous pouvez démontrer, vous pouvez effectivement faire changer un certificat, le modifier. Vous avez cette possibilité-là. Ensuite, si effectivement le certificat était mauvais parce que ça s'est mal passé, j'ai envie de dire, il faut le mettre en perspective. Si c'est votre première expérience, bon, c'est un petit peu embêtant, mais ma foi, c'est des choses qui arrivent. Et là, ça peut se justifier par l'entretien d'embauche où là, vous pouvez, et j'invite toujours les gens à rester très factuels, ne pas essayer de pas casser l'entreprise précédente, mais de rester factuel. La personne qui vous écoute n'est pas un juge, mais elle est juste là pour comprendre.
Donc, la mise en valeur, elle n'est ni dans le CV ni dans la lettre de motivation. Après, il peut y avoir même des gens qui ont fait peut-être, allez, 2 mois ou 3 mois dans une entreprise, ça n'a pas fonctionné. À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique, vous pouvez même ne pas le mettre si ce n'est pas significatif et important. Là aussi, c'est vous qui faites des choix. Et il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'il y ait une cohérence. Et partez toujours, avant de construire votre CV, d'une intention. Qu'est-ce que je veux communiquer? Et à partir de là, vous construisez votre CV. C'est important ce que tu dis, effectivement, de dire que parfois il y a des expériences qui peuvent, dans le CV, ne pas correspondre à l'annonce sur laquelle on postule ou au poste qui postule. Je ne sais pas, moi, si j'ai fait un job d'été comme vendeur de t-shirts, ça n'a pas trop de lien avec le futur poste pour lequel je vais postuler. Donc peut-être ne pas le mettre s'il n'est pas en lien. J'ai une question aussi de Sophie qui dit beaucoup de sociétés demandent à ce que l'on postule via leur plateforme. Juste une horreur de tout remettre à chaque fois. Pas possible de postuler en direct, au moins on contrôle notre CV. Alors là, j'ai envie de vous dire, bah justement, si eux, ils ont décidé que le jeu, les règles du jeu, c'est celle-là, et que vous sortez déjà des règles du jeu avant même d'être dans l'entreprise, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, c'est pas bon. Eux, à partir du moment où l'entreprise, elle vous dit, ben voilà, nous, c'est comme ça, parce qu'ils ont une raison à ça, hein. Généralement, c'est les fameux donc ATS, donc je reprends un petit peu ce que j'avais dit au tout début, donc Applicant Tracking System. C'est un logiciel d'aide au recrutement. Aujourd'hui, comme il y a énormément de demandes, pour faciliter la tâche et plus que là, en tout cas, que les assistants RH, gestionnaires RH n'aient plus à faire les fameux 5 secondes pendant toute la journée, ça permet déjà, sur la base de mots-clés, c'est ça en fait, c'est pour ça que je parlais d'adéquation, c'est les mots-clés, c'est un certain nombre de critères. C'est comme des fois quand vous postulez pour certains et certaines d'entre vous, si vous postulez sur JobUp, des fois on vous pose des questions parce que l'entreprise a demandé à la plateforme à intégrer des critères. Donc il faut avoir tel et tel critère. Si vous n'avez pas les 3 critères, ça ne passe pas. Eh bien, c'est pareil aussi, ces plateformes, c'est vrai que c'est peut-être un peu contraignant, mais on vous demande de jouer le jeu et c'est déjà d'identifier ceux qui veulent jouer le jeu ou pas. Après, si vous avez quelqu'un, vous êtes très amis et que vous avez un bon réseau et que vous arrivez à faire passer par un autre intermédiaire, pourquoi pas? Tout est possible. Moi, je ne peux pas mettre de limite et comme je vous ai dit, tout est relatif. Et on a justement une question de Bervilliers qui dit, mais comment adapter un look de CV en opposition avec le format ATS, justement par rapport à la personnalisation? Alors, à ma connaissance, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les ATS, bah, justement, le CV que j'avais, dont je parle par rapport à cet ingénieur, on dit souvent que s'il y a des caractères et autres, ça peut bloquer certains caractères, les tableaux. Moi, je suis contre les tableaux. J'aime pas les tableaux parce que ça enferme les choses et que dès qu'on veut changer quelque chose, après, ça décale tout. C'est assez compliqué et en plus, ça alourdit le document. Donc, si je peux déjà préconiser, s'il vous plaît, n'utilisez pas les tableaux, parce qu'en plus, après vous-même, vous serez embêté par rapport à la mise en forme. Et apparemment, il semblerait qu'en plus, les ATS ont du mal à reconnaître, ils bloquent sur les tableaux. Ça, c'est ce qui revient systématiquement. Ok. Donc, si on peut éviter les tableaux. Après, il y en a, ils pensent les zones de texte et tout. Moi, j'ai envie de vous dire, ce sont des outils très performants et en constante évolution. Donc ça fait des années maintenant qu'on entend un petit peu ça qui revient. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce qu'il faut dire aussi que ceux qui payent pour avoir ce type d'outils, ils veulent qu'ils soient performants un maximum et surtout pas passer à côté de la perle rare. Ce qui veut dire que c'est en constante évolution. Et donc, pour parler de cette ingénieure, elle avait fait, il y avait que ça. Mais bon, je pense qu'elle, elle a pu peut-être déjouer aussi tous les codes parce qu'elle les connaît, puisqu'elle les construit, hein. Elle fait partie de ces gens qui construisent des logiciels. Et c'était que ça. Et c'est passé partout. Donc, j'ai envie de dire, relativisez, renseignez-vous bien et essayez d'aller au plus simple. Alors là, on arrive bientôt à la fin de notre live. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un peu un petit résumé des best practices, des astuces que tu as pu nous dire. Euh, Est-ce qu'on arrive à faire un petit résumé? Peut-être la première, je dirais déjà qu'il faut avoir bien comprendre à qui à qui on parle, où on postule pour justement cibler au maximum. Est-ce que il y a peut-être d'autres choses que tu as envie de résumer? Alors, c'est tout simple. Premièrement, là, soyez au clair par rapport à vous. Bien se connaître, c'est bien se mettre en avant.
Ensuite, bien s'informer sur l'entreprise, les entreprises que vous ciblez, les postes. Il peut y avoir des évolutions. Par exemple, aujourd'hui, avec la crise qu'on a passée, qu'on continue encore de passer, eh bien, il y a eu des changements de pratiques. Aujourd'hui, le télétravail, ça fait partie. Là, j'ai par exemple une personne justement qui on a continué à travailler sur l'aide de motivation et CV. Elle met en avant aussi ses capacités à travailler sur n'importe quel site, chez elle ou in situ. Donc, adaptez à chaque fois. Soyez malin et prenez l'opportunité de vos questionnements pour aller justement peut-être à la pêche à l'info. Le réseau est hyper important. Donc, cette fameuse, est-ce qu'on peut passer au-dessus de la pile? J'ai envie de dire, bah, si vous avez des connaissances, comment vous pouvez utiliser, on va dire, intelligemment votre réseau de sorte à vous faire plus remarquer. Parce que comme vous le savez tous, et je suis persuadée que parmi vous, toutes et tous, vous avez été à un moment donné peut-être choisis sur la base d'un réseau. C'est très facile parce que les gens vous disent, je connais cette personne, tu peux l'engager les yeux fermés. Ou des recommandations. Donc, un dossier béton et du réseau. Oui. Alors, Marie-Hélène, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps avec nous. Pour ceux et celles qui ont envie, on a sur nos replays tout plein de lives avec plein d'inspirations, de conseils. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir notre site. Je voulais aussi vous inviter, si Marie-Hélène vous a plu, si ces conseils vous ont fait tilt dans votre tête, allez sur le site JobWatch Step Up pour justement voir ce qu'elle propose. Donc, vous verrez son expérience, vous verrez aussi les plus-values qu'elle met en avant. Moi, je voulais aussi vous informer qu'on continue nos talks, qu'on continue pour vous donner de l'inspiration, pour vous donner des clés par rapport à vos démarches d'emploi et à ce moment tout particulier qui est celui où on change un peu de challenge. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à nous donner aussi des feedbacks concernant le formulaire de satisfaction. C'est vraiment très important pour nous pour savoir si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu ou si au contraire, vous avez envie d'en voir plus, s'il y a des thématiques que vous avez envie de ressentir plus dans nos lives prochainement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je voulais toujours vous remercier d'être toujours autant présent et autant dynamique. Bravo, parce que je sais que c'est fort et ça demande beaucoup d'engagement. Donc, merci beaucoup. Et l'engagement, c'est une valeur qui est très importante aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je vous remercie encore et puis je vous souhaite un bon appétit ou une bonne continuation d'après-midi. Au revoir, à bientôt. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci.